Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Lilia Benchabat. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es humoriste. Tu commences d'ailleurs à faire pas mal parler de toi avec ton spectacle qui s'appelle Handicapée méchante. Tout à fait. Tu pars avec en tournée dans toute la France? Oui, à partir de septembre. Donc du combien? À partir de septembre 2023 jusqu'au juin 2024. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter le spectacle en quelques mots? Le spectacle, c'est beaucoup d'autodérision. C'est plein de sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, qu'on essaie d'aborder avec légèreté. Et voilà, c'est 1 heure de rire et sans tabou, surtout. Ta première tournée? C'est ma première tournée. Comment tu te prépares? J'appréhende beaucoup, mais en même temps, j'ai trop hâte de découvrir le public de chaque ville, etc. Donc, je pense que c'est un peu d'excitation, je suis contente. Plus c'est l'excitation qui prend le pas. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle dans les prochains mois? Il y a un projet d'émission qui s'appelle Bande organisée, qui est présenté par Philippe Cavrivière et Alex Vizorek sur France Télé. Ouais. Voilà. Donc je ferai des petites chroniques dans cette émission. Et sinon, un projet de livre qui sortirait en 2024. Voilà. On t'a vu aussi dans la bande originale l'année dernière, oui, Nagui sur France Inter. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais refaire? Alors pour l'instant, je n'ai pas renouvelé, on n'a pas continué. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Et si ça se représente, j'y retournerai avec plaisir. Les bandes, c'est ton truc, quoi. Ouais, exactement. Comme la bande du Jamel Comedy Club ou alors bande organisée. Ouais, t'as fait le Jamel Comedy Club? Ouais, la troupe du Jamel Comedy Club. Bon, on va essayer de faire un petit retour en arrière pour une projection, de se remémorer tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Lille. Enfin, j'ai grandi toujours. Où je vis toujours, exactement. Tu es née à Fréjus, oui. par le fait des vacances. Exactement, en fait. voilà. Ta maman a accouché, mais sinon tu as fait toute ta vie en fait. Dans le Nord, ouais. C'était comment ton enfance là-bas? C'était plutôt sympa. Je suis issue d'une famille nombreuse, on est 5 frères et sœurs. Ouais, t'as quelle position toi dans la famille? Moi je suis la 2e. Ok. J'ai une grande sœur, une petite sœur et 2 petits frères. Et on s'entend globalement tous bien. Donc voilà. Globalement, et on précise. On s'embrouille parfois, mais ça va. C'est une bonne ambiance. Tu avais quelle place, toi, justement, si t'es 2e en grandissant? Quel rôle? 2e, c'est le rôle de grande sœur, mais pas trop. Donc, j'ai eu le rôle de grande sœur quand ma sœur s'est mariée. Du coup, il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle s'est mariée il y a 4 ans. Mais sinon, ouais, j'étais un petit peu la relou très bruyante de la... Tu prenais beaucoup d'espace? Exactement, beaucoup d'attention. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui t'a conduit à faire un peu de scène possible, hein, ou de mettre en avant? Je sais pas, c'est peut-être c'est possible, une possibilité. Oui, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours la relou qui prend beaucoup d'espace de la famille? Complètement. C'est vrai? À chaque fois que j'arrive, je dis oui, il se passe ça, je vais faire ça, il y a toujours un problème, c'est toujours moi le problème, c'est comme ça. Mais non, t'es le vilain petit canard. Ouais, mais gentil. On l'a pas encore dit, mais tu es malvoyante et albinos. Oui. Est-ce que tu as vécu une scolarité adaptée? J'ai vécu une scolarité adaptée, mais dans un système scolaire normal, parce que ma mère s'est battue pour que je sois dans une école normale avec tout le monde. Donc c'était que ça se passait comment? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de me retrouver dans une école spécialisée, donc ça veut dire avec des gens en situation de handicap, je me suis retrouvée dans une école publique avec des gens qui n'ont pas de soucis, pour m'intégrer plus facilement. Et du coup, voilà, j'avais des aides à ma disposition, donc des auxiliaires de vie scolaire avec moi qui m'aidaient, etc. En permanence, en cours? Ouais, quasiment tout le temps. J'avais toujours quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Et des aménagements avec des agrandissements pour mieux voir, etc. Donc voilà. Et tu penses que c'était la meilleure solution? Je pense que ma mère a bien fait de faire ça parce que du coup, ça a fait que je me suis intégrée dans la société normale, en fait. Est-ce que le regard des autres, c'était compliqué en grandissant? Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, j'en parle un peu dans mon spectacle. Ça n'a pas été facile à accepter et je crois que cette différence, j'ai mis très longtemps à l'accepter, entre guillemets. À un moment donné, j'ai fait un espèce de déni où je disais pas du tout ce qui m'arrivait, etc. Et je crois que c'est l'humour qui a fait que j'ai commencé à bien prendre. C'est-à-dire, tu demandais pas d'aide, en fait? En fait, je refusais complètement l'aide. À chaque fois qu'on voulait m'aider, je disais non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller, etc. Et je faisais vraiment comme si j'avais pas de soucis. Et en découvrant l'humour, l'autodérision, etc., je me suis rendu compte que... À quel âge, alors?
Je crois que j'étais au lycée, et donc on va dire 16-17 ans, donc ça arrivait un peu tard quand même. 16-17 ans, je me suis rendu compte que... Tu fais toute ton enfance et ton début d'adolescence en faisant comme si tu n'as pas besoin d'aide. Exactement. En te privant, en fait. C'est ça. Donc quand l'AVS, l'auxiliaire est à côté de moi en cours, je lui dis non, c'est pas la peine de m'aider et tout. Parfois même, je refuse qu'elle soit là, je veux pas m'asseoir à côté d'elle, donc elle se met au fond de la classe, etc. Je suis dans le refus catégorique de... En fait, je veux tellement être comme tout le monde et je veux tellement pas attirer l'attention sur ça, parce que les enfants posent beaucoup de questions. Pourquoi t'as quelqu'un à côté de toi? Pourquoi t'as ça? Pourquoi t'as ça? Donc voilà. Et ta famille t'a beaucoup aidé aussi? Ouais, ma famille m'a beaucoup aidée. Mes parents d'abord, de par l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce qu'ils n'ont fait aucune différence entre mes frères et sœurs et moi. Et du coup, moi j'ai... Mais ils t'aidaient un peu plus quand même dans les gestes du quotidien. Oui, bien sûr. En fait, ils m'ont vraiment... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc où j'ai pas ressenti de différence. Donc ils m'ont pas couvé ou empêché de faire des choses parce qu'ils avaient peur ou ils étaient inquiets. Au contraire, j'ai eu le droit de faire ce que je voulais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis hyper indépendante, je sors seule, je voyage seule, malgré tout ça. Donc, tu le disais, l'humour, ça a été ta façon de t'affirmer. Ouais. Aujourd'hui, on en est où avec le regard des autres? Est-ce que c'est toujours compliqué? Ça va mieux. On va dire qu'il y a plus de jours avec que de jours sans. Même s'il y a des jours où c'est relou. Tu pourrais pas dire du coup que c'est plus compliqué du tout? Mais je crois que ça sera jamais plus compliqué du tout. Parce qu'il y a des fois où je me dis, ah, c'est relou, j'aimerais trop voir comme normalement. Je suis sûre que je rate plein de trucs. Mais ça va mieux qu'avant. Depuis que tu as connu du succès justement avec l'humour? Ouais, vraiment, depuis que, même sans connaître le succès, depuis que c'est moins un tabou pour moi, j'ai l'impression que c'est moins un tabou pour les autres. Et je pense que c'est ça, c'est... plus tu fais de ta différence, entre guillemets, un problème, plus les gens le voient comme un problème. Mais si toi, t'es OK avec... En fait, c'est d'abord le regard de toi sur toi. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est ce que tu renvoies aux gens et qui... Enfin, voilà. C'est un peu... Tout part de soi, en fait, j'ai l'impression. T'étais quel genre d'élève? Très dissipée. C'est vrai? Ouais. Très dissipée, un clown. Je faisais tout pour attirer l'attention, mais pas sur mon handicap, mais plus sur le fait que je sois drôle, etc. J'étais insupportable. T'embêtais les professeurs? Vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup? Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu leur faisais? J'étais un peu insolente, c'est pas bien ça. J'étais un peu insolente et tout. Et t'avais de la répartie? Complètement. J'avais toujours un truc à dire. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toujours un truc à dire. Et t'avais des bonnes notes? Ça va. J'étais pas très mauvaise, mais j'étais pas la meilleure. Mais c'était plutôt correct. T'étais une élève moyenne? Celle qui passe les classes? Exactement. Est-ce que t'as gardé des amis de cette époque-là? De l'époque du lycée, ouais, j'ai gardé quelques amis, 2-3 quand même. 2-3 avec qui je m'entends bien. On a tous une vie différente aujourd'hui. Il y en a qui sont cadres dans des banques, il y en a d'autres qui font de la com, il y en a qui sont profs et tout, mais voilà, on a gardé contact. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de ta scolarité? Ou il y a eu des périodes difficiles? Je garde des bons souvenirs de ma scolarité seulement au lycée. Pour le reste, un peu, ouais, vraiment pas beaucoup. Ah bon? Ouais, pas de bons souvenirs. Franchement, j'avais pas de... Parce que j'avais une relation qui était assez compliquée avec les professeurs, du coup, parce que j'étais quelqu'un de très dissipé. Et je crois qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Moi non plus, d'ailleurs, peut-être. Et donc, ouais, il y avait une mauvaise ambiance. J'étais dissipée, donc ma mère n'était pas contente. Donc, mauvaise ambiance à la maison, etc. Du coup, pas folle les années primaire-collège, quoi. Et en fait, finalement, au lycée, si ça change, c'est par rapport à l'humour et toi, au fait que tu acceptes d'avoir un handicap. C'est ça, et je pense que c'est venu avec la maturité que j'avais pas du tout avant et qui est venue assez tardivement. Et je crois qu'on en a besoin pour s'accepter et faire avec. Si je te demande là, comme ça, un souvenir d'écolier précis à nous partager, une anecdote, ça peut être très drôle, ça peut être marquant. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Vu toutes les bêtises que tu avais l'air de faire, je pense qu'on a pas mal à nous raconter. Je te raconte une bêtise. Une fois, on a fait un truc, j'avais des potes au lycée, on était en cours de maths. Alors j'ai redoublé ma seconde parce que tellement je suivais pas ce qui se passait en cours, j'étais vraiment complètement dans un... Enfin, je veux dire, j'allais en cours, mais pas du tout pour suivre les cours, mais plus pour mes potes. Et un jour, pour te dire à quel point j'étais très dissipée, un jour, mon défi, c'était de sortir du cours de classe, enfin du cours de maths sans que personne me voie. D'accord. Et j'ai relevé le défi, j'ai réussi à sortir de la classe sans que la prof me voie. Et comment t'as fait? Voilà, je suis passée par sous la chaise et tout, alors que j'étais genre au 3e rang. Donc j'ai réussi et voilà, ça c'est ma fierté. Il y en a d'autres? Je rigole, c'est fou. Ouais, j'ai fait plein d'autres bêtises. Elle est mignonne cette bêtise. Elle est mignonne cette bêtise. Non, j'ai pas de bêtises
Non, j'ai pas de grosses bêtises, mais en tout cas, ça, c'était un truc mignon. Et j'étais contente d'avoir relevé le défi. Est-ce que tu avais des profs qui t'ont marqué, avec qui tu serais peut-être même encore en contact aujourd'hui? J'ai une prof en primaire qui m'a beaucoup marquée. Je n'ai pas gardé contact avec elle parce que voilà, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, je crois que c'est l'une des seules, entre guillemets, à avoir cru en moi. Je me souviens, il y a un moment de ma vie où j'ai vécu 2-3 ans, je crois, à Valenciennes, qui est une ville à côté de Lille. Et donc j'étais en primaire, etc. Et cette dame-là, qui est une enseignante, c'était une enseignante spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Et contrairement à tous les autres professeurs, elle m'aimait beaucoup. Donc elle était là, Lilia, c'est un amour, elle a une vraie personnalité. J'étais là, mais même ma mère se disait, mais où est l'amour en fait? On le voit pas. Où est la douceur de l'enfant? Avec elle, du coup, tu étais plus sage. Exactement, plus sage parce que je sais pas pourquoi, elle arrivait à me comprendre en fait. Et donc très bon souvenir. Et à tel point où quand je suis partie, elle a pleuré. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment qu'elle m'aimait bien. Voilà. T'avais une matière préférée? Matière préférée, l'histoire géo. Ouais. Envie d'apprendre, de connaître? Ouais, j'aimais bien l'histoire géo, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est un petit peu le côté facilité où il faut apprendre par cœur et tu racontes l'histoire après. Donc voilà, c'était facile. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? La matière cauchemar, je pense que comme tout le monde, c'était les maths. Mais comme beaucoup de monde, oui, ouais, voilà, vrai, ça revient souvent ici. C'est ça, c'était les maths, mais jusqu'à la terminale. En terminale, j'ai eu une prof de maths trop cool et tout, donc c'était ma nouvelle matière préférée, ouais, c'est ça. Donc, voilà. T'es devenue humoriste, mais est-ce que plus jeune, ouais. il y avait un métier que tu rêvais de faire? Alors, plus jeune, je rêvais d'être avocate. Du coup, j'ai fait des études de droit. Ouais. Mais le droit, ça m'a pas trop convenu, donc j'ai filé un peu en éco. Et ça t'a plu? Ça m'a plu, donc j'ai fait un master en économie. Et pour être chef de projet dans les RSE. Et finalement, j'ai fait des blagues. Voilà. Mais t'exclus pas la possibilité de revenir un jour peut-être Je pense que si je reviens dans le côté un peu universitaire et tout, ce serait vraiment plus pour faire de la recherche. Donc pour faire sur un thème précis, je sais pas, faire de la recherche, des stats, etc. Mais pas reprendre un vrai travail dans un bureau, quoi. L'humour, ça a commencé comment pour toi? À quel moment tu te dis, tiens, hop, j'arrive vraiment à faire rire les gens? Les premières blagues que je teste sur mes camarades de classe, je crois que je suis Donc très jeune alors. Je suis en première ou en terminale. Je dois avoir genre 17 ou 18 ans. Ça, c'est le début. Et un jour, il y a un de mes potes qui me dit, je pense que toi, tu devrais devenir humoriste. Et quand il m'a dit ça, j'étais trop contente parce que je me suis dit, si tu savais, c'est mon petit rêve intérieur et tout. Et t'osais même pas le ouais, exactement. dire. Ouais, non, pas du tout. Et l'année d'après, je crois que je me suis un petit peu... J'ai fait mes premières scènes donc, au Spotlight à Lille. Ouais. Et au début, c'était un petit peu comme un hobby. Et je me suis rendu compte, par rapport au retour des gens, qu'il y avait un petit truc à exploiter. Et c'est là que je me suis un peu lancée. Et voilà, en parallèle des études, je le faisais. Qu'est-ce qui fait que tu as percé pour toi? J'ai enregistré une captation à la RTBF, la radio belge. Ouais. Exactement, ils ont une petite capsule qui s'appelle le Tarmac. Et j'ai enregistré un de mes sketchs, 5 minutes. J'ai fait une captation de 5 minutes. Et elle est sortie pendant le confinement. Et elle a fait, je crois, genre 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ça a fait... C'était quoi le sujet? Le sujet, c'était moi, mon handicap, ma différence, etc. Et du coup, voilà. Est-ce que tu as des inspirations, des humoristes qui t'ont marqué? Je pense, comme tout le monde, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, qui sont vraiment les patrons. Florence Foresti, qui est la patronne. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu son dernier spectacle exceptionnel. Oui, exceptionnel, je suis d'accord. Ouais, toi aussi, tu l'as vu? Ouais, je trouve que c'est la meilleure actuellement. C'est ça. Donc, hommes et femmes confondus. Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'ai regardé avant de me lancer. Et sinon, après, je pense, humoriste français, je dirais Panayotis. Sympa en stand-up, que j'ai beaucoup aimé son dernier spectacle. Farid, voilà, tous les humoristes. Aujourd'hui, tu aimerais que ta carrière elle prenne quelle direction? Ton rêve, quoi, ça serait quoi? Franchement, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas du tout. J'aime bien aller avec le flow. J'ai vraiment... Donc, ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Donc, je vais un peu là où... En fait, j'ai l'impression que je vais là où je suis censée être. Donc, j'essaie pas de me diriger... Pas de plan ni... Exactement, vraiment pas. Par exemple, la radio, l'année dernière, c'est vraiment arrivé par hasard. J'ai reçu un texto de Nagui qui me dit « J'aimerais bien que tu nous rejoignes dans la bande originale ». J'étais tellement choquée que je pensais que c'était un fake, du coup. Donc voilà. Et ouais, j'aime bien, en fait. J'aime bien vraiment le flow, la simplicité du truc. Donc, je fais ce que j'ai à faire et puis on voit ce qu'on me propose. Tant que tu es aligné, les choses viendront naturellement. Voilà, exactement.
Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Oui. Partie. Celle qui est beaucoup plus concentrée sur l'école. Donc toi, l'école, ça fait un petit moment maintenant. Tout à fait. Quel regard tu gardes sur l'école française en termes de niveau, de qualité de l'enseignement, d'égalité? Je trouve qu'on a une bonne qualité d'enseignement. Après, franchement, je suis vraiment personne pour donner ce genre de recommandations. Mais en tant que personne en situation de handicap, etc., j'aurais aimé qu'on essaie de me comprendre un peu plus. Voilà. C'est ce qui ressort, puisque tu dis que la seule professeure Exactement. qui t'a comprise, ouais. Tout s'est bien passé. C'est ça, tout à fait. Donc je pense qu'il manque un peu de ça. J'ai un petit frère qui est TDAH. Donc c'est hyperactif. D'accord. Voilà, il a des... Ouais, en fait, il est hyperactif. Et c'est pareil, ça, c'est des trucs... Quand, au début, il disait, il disait à ma mère, il est hyper dissipé, etc., etc. Et les profs n'ont pas cherché à comprendre, ne se sont pas dit, OK, peut-être qu'il est comme ça ou peut-être qu'il est comme ça. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce... Plus d'empathie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, je les comprends en même temps. Je me dis, il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves, les situations ne sont pas adéquates, etc. Donc, c'est hyper compliqué, j'imagine, de se concentrer sur tout le monde. Ouais, je pense que c'est un peu un tout, mais je pense qu'il manque de ça. L'école de demain, pour toi, tu la vois comment? Je la vois accessible à tous, dans le sens où peut-être moins d'élèves dans les classes et plus d'attention pour tous. Et voilà, plus moderne. Il y a aussi un truc où, par exemple, moi, quand je suis arrivée à la maternelle, j'aurais aimé que dans les histoires qu'on raconte aux enfants, il y ait une histoire avec une petite fille, un personnage malvoyant ou un personnage albinos. Ça m'aurait évité toutes les questions qu'on m'a posées ou toutes les moqueries que j'ai eues, par exemple. Que plutôt, en fait, on ouvre plus au handicap et à la différence, exactement. Ouais, on en fasse prendre conscience beaucoup plus tôt. Tout à fait, pour que ça soit normal, en fait. Parmi les gros thèmes d'actualité de la rentrée, il y a le cyberharcèlement. Ouais. Toi, tu es active sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problème? Franchement, non. J'ai des followers qui sont plutôt bienveillants et gentils. Et j'ai quelques haters. Mais alors, mes haters sont très gentils. Ils ne font pas de faute d'orthographe. T'as des gentils haters et lettrés. Voilà, c'est ça, exactement. Et vraiment, anecdote très drôle, un jour, je reçois un message d'un hater, entre guillemets, qui me dit « Écoute, Lilia, j'aime pas ce que tu fais. » Il me dit « Je suis tombée plusieurs fois sur tes vidéos et je suis désolée, j'aime pas ce que tu fais. » Je dis « Écoute, je te remercie de m'avoir laissé plusieurs chances parce que même mon ex l'a pas fait. » Je dis « Vraiment, t'as été hyper sympa. » Il m'a dit « J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. » Je dis « Mais il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je te remercie d'avoir essayé. » Donc, plutôt gentil. Qu'est-ce que tu dirais à des enfants quand sont victimes? Je leur dirais d'en parler le plus vite possible, même si j'imagine que c'est pas évident. Et après, je leur dirais d'essayer d'en faire abstraction, mais c'est hyper compliqué. Forcément, c'est hyper compliqué avec du recul à mettre en place quand tu n'as pas la maturité. Voilà, quand tout ça t'entoure, etc. Donc je pense que le plus important, c'est d'en parler pour savoir quoi faire, en fait, pour être aidé, pour faire en sorte que ça cesse. C'est déjà la fin de l'émission, Lilia. Oh, je suis triste de te quitter. Je ne vois pas de larmes couler de ses yeux. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.